on avait une tenue pour chaque activité, quoi, pour le sport, pour le dimanche, pour dormir, pour la pluie, etc. On aimait beaucoup les tenues de pluie. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Enfin, franchement, je suis amoureuse de la fringue depuis toujours. J'aimais trop les habits depuis toujours et j'aime toujours. Mais je les garde longtemps, je les transforme et je les redonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Héros du quotidien hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit Saouda Malem de Très Atypique et je serai accompagné par Maëva Gardépizot qui est journaliste à Marseille pour pouvoir faire parler un petit peu Saouda de ce qu'elle fait au quotidien et de pourquoi elle le fait. Alors c'est quoi Très Atypique, Saouda? Très Atypique, c'est un atelier et chantier d'insertion spécialisé dans la confection textile et qui a une spécialité et qui est expert dans le domaine du upcycling, la réparation, le réemploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce que c'est le upcycling pour ceux qui ne sauraient pas? Le upcycling, c'est l'utilisation de matières de seconde main ou de fin de rouleau et on revalorise ces matières ou ces fins de rouleau. On surcycle un produit, on lui donne de la valeur, une valeur ajoutée. On rend plus beau une matière qui était dédiée à être jetée, par exemple. Et d'ailleurs, c'est un gros sujet dans la mode, le gaspillage. C'est un gros sujet, oui, effectivement. On consomme énormément. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais on est des grands consommateurs. C'est par milliers, par tonnes, en fait. Je crois que c'est 700 000 tonnes cette année, 800. Donc, à Marseille, on est aussi des grands consommateurs, mais on est très mauvais au niveau de la gestion de nos déchets, puisque les déchets textiles atterrissent dans les ordures ménagères. Et je suis passionnée et je suis amoureuse de la réparation depuis toujours. Et l'idée pour moi aussi, c'est de participer à l'écologie, à l'environnement, au circuit court, etc. Enfin, tous ces sujets-là qui me passionnent, et de réduire un maximum de déchets dans nos déchets ménagers et de récupérer ces matières et de les transformer et leur donner de la valeur. Et donc avec des personnes en insertion, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, vous pouvez expliquer un peu d'où elles viennent ces personnes, comment elles arrivent chez vous, combien de temps elles restent, qu'est-ce qu'elles font? Alors les personnes, elles arrivent de tous les pays du monde, hein. On a beaucoup de chance. J'ai par le passé étudié l'anthropologie et je trouve que j'ai l'impression d'être à la fois aussi une anthropologue dans mon quotidien, puisque nous accueillons des personnes de tous les pays du monde qui sont orientées par une plateforme qui s'appelle eToo. Et sur cette plateforme-là, les prescripteurs pour l'emploi, les différents prescripteurs orientent les personnes. Nous, on retrouve les candidatures sur ces plateformes-là et on les invite à venir nous voir. Donc jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a 20 nationalités différentes. Et donc les personnes, nous les accueillons 6 mois. Ce sont des contrats de travail à durée déterminée d'insertion qui sont renouvelables jusqu'à 24 mois. Et à Très Atypique, on garde des personnes un peu plus longtemps puisqu'elles ont des problématiques particulières, puisqu'elles arrivent de l'étranger, qu'il y a des solutions de logement à trouver, un certain nombre de choses et un certain nombre de freins à régler pour qu'elles soient en situation, en bonne posture pour travailler et pour trouver des solutions en termes d'emploi pérenne, de logement, etc. Donc on va dire qu'on a des parcours à peu près de 3 ans et c'est un minimum, enfin c'est une bonne moyenne pour résoudre l'ensemble des problèmes que nous arrivons à résoudre. Donc oui, c'est un accompagnement complet. Il y a des personnes qui s'occupent spécifiquement de l'accompagnement Oui, nous avons une personne qui est conseillère en insertion professionnelle et qui traite tous les problèmes périphériques avec les salariés de l'équipe. Et pourquoi la mode alors? La mode, c'est ma vie, la mode en fait. La couleur, c'est ça? Je suis née dans une famille où j'ai toujours vu des rouleaux de tissu, des machines industrielles. Okay. Mon père est cousé aussi, maman, mes frères et sœurs. C'était un peu une activité obligatoire, on va dire, quand j'étais petite. Mais finalement, très vite, très jeune, vers 14-15 ans, je commençais déjà à fabriquer des pièces. Ma sœur avait été couturière. Et mon père nous achetait des tissus, on avait des côtes de fil, etc. Plein de fournitures. Et puis, donc, on commençait à créer. Mais comme on est une fratrie de 11 enfants, les vêtements, ils passaient d'un enfant à l'autre. Et en fait, la réparation, nous, ça faisait partie de notre vie aussi.
Et on avait toujours des beaux habits, vraiment, malgré le milieu dans lequel on a grandi, hein, milieu ouvrier. On avait une tenue pour chaque activité, quoi, pour le sport, pour le dimanche, pour dormir, pour la pluie, etc. On aimait beaucoup les tenues de pluie. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais en tout cas, un manteau, pareil, un manteau, des bonnes chaussures, des chaussures en cuir, etc. Et mon père, il nous préparait les chaussures aussi. Je le voyais chauffer l'aiguille et les chaussures en cuir. On avait des kickers. Voilà. Donc, en fait, cet univers, il m'est trop familier, quoi. Trop, je ne sais pas si c'est trop, mais en tout cas, il est très familier. Et j'ai grandi là, dans cet univers-là. Et on faisait des broderies, on faisait du crochet, on faisait beaucoup de choses. Et en fait, franchement, je suis amoureuse de la fringue depuis toujours. J'aimais trop les habits depuis toujours et j'aime toujours. Mais je les garde longtemps, je les transforme et je les redonne. Donc oui, il y avait cette passion-là, mais vous avez décidé d'aller dans l'insertion. Vous avez travaillé à la mission locale déjà. Pourquoi l'insertion, c'était important? C'est le hasard en fait, je pense. L'insertion, ça a été à 18 ans, je ne sais pas si on peut choisir un métier. C'est sûr. Justement, j'avais été vendeuse, j'avais voulu arrêter l'école très jeune et je voulais travailler parce que je pense que j'étais un peu particulière, on va dire. Je voulais être indépendante, je ne sais pas ce que je cherchais, mais je me sentais un peu différente quelque part. Et donc j'ai arrêté l'école et j'ai débarqué à la mission locale à 19 ans. Pour combien de temps? Je suis restée 28 ans. Et après, il y a eu un atelier à Avignon. Oui. J'ai créé un premier atelier au bout de 18 ans, quand j'étais à la mission locale, je pense. Ouais, c'est des âges, hein, en fait, on grandit, 18 ans, on est majeur. Je peux créer un atelier, ça y est. Non, mais c'était des opportunités. J'étais connue au niveau du territoire d'Avignon, parce que pour avoir croisé et rencontré des milliers de jeunes, en fait, la notion d'accompagnement, la notion de suivi, la notion de référent, toutes ces notions n'existaient pas. Tout ce qui existe aujourd'hui dans tous les dispositifs n'existait pas. En fait, j'ai connu la mise en place de tous ces dispositifs. Et donc, c'est vrai que ce à quoi j'ai cru le plus, toujours, c'est mettre les personnes en situation de travail. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. On va former des personnes, on va les amener vers une qualification. C'est vrai que c'est une solution, mais le travail, pour moi, c'est la solution la plus... Pour moi, c'est logique, en fait. Si on a un travail, on peut avoir un logement, on peut avoir... La vie commence à prendre tout son sens. C'est ma vision, de toute façon. Et c'est celle-là que j'ai défendue depuis toujours. C'est pour ça qu'en 2000, avec ma sœur, on a créé un premier atelier de couture d'insertion à Avignon, qui fonctionne toujours. Et puis, la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un et je voulais dupliquer le projet d'Avignon sur le territoire, mais je n'avais pas choisi la ville. Et le sujet de l'essaimage et de la duplication, c'est un sujet de recherche que j'ai fait dans le cadre des études que j'ai suivies, puisque je n'avais pas fait d'études. J'ai fait mes études en cours d'emploi. Et vous dites que le travail, c'est important. Quand les personnes arrivent à Très Atypique, vous les voyez pendant 3 ans, comment elles évoluent? Qu'est-ce que ça leur apporte, selon vous, ce parcours-là au sein de Très Atypique? Eh bien, si on dissocie la dimension sociale, accompagnement, etc., après il y a toute la dimension technique et pédagogique, eh bien, à partir de... Nous, on a des produits, on a des clients différents, on a différents types de produits qui permettent vraiment de travailler sur une pédagogie, une évolution. Petit produit, c'est pas péjoratif. Parfois, le petit produit, c'est celui qui nous fait gagner plus d'argent. Du petit produit, on va faire de l'accessoire, de la trousse, etc. Mais quand on fait une trousse, on doit poser un zip, une fermeture éclair, c'est technique. Et on va avoir des produits qui vont monter crescendo jusqu'au prêt-à-porter et juste au haut de gamme, parce qu'aujourd'hui, en upcycling, on peut dire que je pense qu'on est haut de gamme. On peut dire que Très Atypique, quand Très Atypique fabrique du produit en upcycling, on est sur du haut de gamme. Parce qu'on a travaillé avec des créateurs. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui sont vos clients? Il y a de plus en plus de gros clients. C'est lesquels? Comment... Il n'y a pas de petits et de gros, en fait. C'est vrai que des grands noms, des gros... Caporal, on travaille avec eux depuis 7 ans sur des partenariats de upcycling, où là, ils font des opérations commerciales, on récupère des jeans. Parfois, on en a récupéré 20 000, 30 000. C'est vraiment un gros travail de fourmi, de démonter et de fabriquer des produits. On a fabriqué de l'accessoire et du prêt-à-porter. Et depuis 5 ans, ils sélectionnent un designer. Et ce designer propose une collection et nous la fabriquons.
Les 2 derniers designers, c'est Luis Carvalho, qui est connu à l'international, et aussi Louis Gabriellucci, qui a eu plusieurs prix au niveau du territoire, de la maison de la mode, et aussi qui est aussi quelqu'un de très connu qui fait la Fashion Week, New York, Paris, Tokyo, etc. Donc ça veut dire que grâce à eux, grâce à ce type de partenariat, on est monté en gamme. Voilà. Après, pour revenir sur la partie pédagogique, la pédagogie aussi, c'est une passion pour moi, la pédagogie. D'abord, mon nom, ça veut dire enseignant en arabe. Ma'allim, c'est celui qui apprend aux autres. C'est le détenteur du savoir. Dans ma famille, mon père était enseignant aussi, et il y a beaucoup d'enseignants dans notre famille. Et quand j'ai travaillé pendant 28 ans à la mission locale, j'ai souvent été celle qui formait les collègues. Donc forcément, je suis allée me former, j'ai suivi une formation, une licence de formateur. Et cette partie pédagogique, créer des séquences pédagogiques, découper une activité, une action en petits morceaux, ben ça, je sais faire aussi. Et ça, c'est quelque chose de passionnant chez moi aussi. Tu dis je suis rentré un petit peu par hasard à la mission locale, j'avais que 18 ans, ça je comprends. Je comprends la passion pour la couture, mais comment tu traduis cette envie à un moment de se dire on va faire quelque chose qui répond finalement à ces 2 passions ou à ces 2 moments de ma vie qui sont ma passion pour ce métier-là, et puis cette réponse à un enjeu peut-être social que tu as pu constater dans le cadre de la mission locale, et comment tu t'es dit tiens allez, on y va, c'est le bon moment, on met ça en œuvre et on a l'opportunité de le faire et donc on y va. Ben, ce qui m'anime le plus, c'est l'être humain en fait. J'ai découvert que quand on accompagnait des personnes, quand on aidait des personnes, mais c'était quelque chose de magique en fait. Ça donne du sens à toute ma vie, enfin c'est le sens de ma vie en fait. C'est le sens de ma vie. Il y a aussi moi en tant que sœur. Sœur des 11. Moi en tant que femme, moi en tant que fille de mes parents, j'ai vraiment eu une belle relation avec mes parents. Et j'ai toujours voulu être la personne, l'enfant un peu pas idéal, mais l'enfant qui pose problème à personne, l'enfant gentil. J'ai toujours aimé un peu cette posture-là. Et rendre service et exister au travers des autres, je pense que ça m'a... c'est ma vie en fait. Puis après j'ai été maman. Je suis maman d'une jeune fille qui est handicapée, qui a un déficit intellectuel, qui est aujourd'hui une jeune femme, puisqu'elle va avoir 38 ans. J'ai eu une approche avec les enfants qui était j'ai toujours été très très proche des nourrissons, des enfants. J'ai un contact, quelque chose de il y a quelque chose, quoi. Je sais pas, j'ai jamais trop su l'expliquer, mais il y a quelque chose de très fort en fait. Et donc cette proximité, cet amour en fait pour l'autre, il m'a permis aussi après, ma fille m'a apporté un autre éclairage dans la patience, dans ce qu'on peut, dans une autre façon d'écouter, dans une autre façon d'entendre les choses. Et tout ça, je l'avais acquis aussi au travail déjà, et puis après je l'ai vécu un peu chez moi, à travers ma fille. Et c'est peut-être aussi ce que je retrouve toujours, une manière d'écouter, une manière de traduire l'autre, un peu comme un anthropologue en fait. Dans la relation que vous avez avec les salariés en insertion du coup, cette relation c'est la même en fait, c'est la même en fait, elle est carrée, je suis un peu carrée. Ça a l'air hein. Ouais, c'est vrai, regardez comme je suis assise. Non, c'est vrai, je suis carrée en même temps, je suis souple, je sais pas comment dire. Je suis très observatrice et je ressens les choses. Et donc, forcément, quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'arrive à ressentir s'il est bien ou pas bien. Donc, j'ai une vision à 360 degrés et j'ai une perception qui est particulière. Est-ce qu'elle est liée à ce que j'ai vécu en tant qu'enfant dans une fratrie où les choses ne se disent pas, les choses s'observent aussi? Parce que vous êtes oublié quand vous êtes dans une famille de 11. Moi, j'étais la plus petite de taille et on avait tendance à m'oublier. Donc, j'étais assez observatrice, beaucoup dans le silence. Ce silence-là, il m'a beaucoup apporté au final. Il m'a permis d'observer. Je suis très bavarde aujourd'hui, mais je suis très observatrice. Et ça c'est ce qui m'a aidée dans le travail. Et puis après, j'ai la niaque. Je suis insupportable en fait des fois. Je suis folle en fait. Dans une fratrie de 11, oui, il y a l'enjeu de trouver sa place, surtout quand on est la plus petite. Et c'est un peu ce que vous voulez faire avec Très Atypique aussi, c'est aider des personnes à trouver leur place. C'est ça.
Je pense que trouver la place, ça a été quelque chose de fondamental chez moi. Et à l'adolescence, j'ai compris que si je voulais avoir ma place, il fallait que je m'impose un peu, parce que on ne peut pas toujours être la fille parfaite, en fait. C'est bien être la fille parfaite, mais en même temps, j'ai commencé à développer de l'humour et à refaire mes parents. Étant donné que j'étais très observatrice, eh bien, je savais bien refaire des gens de la famille, en fait. Et j'ai beaucoup fait rire mes parents. Sauf qu'à ce moment-là, c'était l'époque où il fallait construire sa vie professionnelle. Donc, on ne peut pas faire le clown et réussir. Pas le stand-up, la mission locale. C'est possible, ça, plus tard. Je pense que ce qui va me rester quand j'ai plein de projets, j'ai des projets très ambitieux. J'aime beaucoup les challenges. Ouais. Je pense qu'aprje vais faire du one-man show, quoi. Parce que, ou je vais écrire un livre, ou des livres, j'en sais rien. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter. Il y a des choses très, très rigolotes que je vis au travail. Mais très rigolotes. On a une petite anecdote, ouais. Non, aujourd'hui, ça vient pas. Non, ça va venir tout à l'heure. Ça va me revenir. Non, mais ça me fait tellement rire des fois que je me dis, mais c'est quoi? Je suis dans quel monde là? Ça va me revenir. Ça va, ouais. Et on parlait de trouver sa place. En quoi la mode, ça peut aider des personnes à trouver leur place? En quoi c'est un bon outil pour de l'insertion, par exemple? C'est pareil, la mode. Bon, nous, on travaille sur la dimension fabrication. On est aussi sur l'image à travers Capuche maintenant, puisque les salariés très atypiques portent aussi des vêtements de la marque que j'ai créée. Enfin, je les ai fait défiler. Donc une marque de upcycling. On peut tout faire en fait quand on a une équipe. Après, c'est des couturiers, ils deviennent mannequins. Parce que vous organisez des défilés. Marque, oui, la marque c'est Capuche. Oui. Et on a fait des défilés et ils ont participé. Il y en a même qui ont défilé, qui ont vu qu'on faisait venir des mannequins. Ils disaient, mais il y en a qui ont dit, moi aussi je peux faire ça. Ok, alors vas-y, installe-toi. Et tu peux le faire. C'est trop bien. On avait fait un défilé au Vélodrome, mais c'était dans le cadre d'un salon. Rien ne se perd, tout se transforme. Ils étaient venus tous en costume. J'ai dit bonne tenue de soirée, quoi. Enfin, c'était l'après-midi. Ils sont venus en costume. C'était trop beau. Par rapport aux références qu'on peut avoir dans un pays. Dans une tenue de soirée. Tenue de soirée, c'est le costume. C'était trop mignon. Oui, il y a un côté aussi prendre soin de soi par la mode, redonner de l'attention à soi-même. Mais c'est exister aussi à travers le vêtement. C'est exister dans un milieu social, dans une catégorie. Et ça, c'est hyper important. Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, je ne suis pas d'accord. L'habit fait le moine. Moi, parfois, je m'habille en bleu marine et blanc. Les gens disent, vous êtes hôtesse de l'air? Petite hôtesse de l'air. Je suis trop petite, mais je mets des talons. Mais tu mets un petit foulard, tu t'habilles en bleu marine et blanc, tu mets genre un tailleur bleu, jupe ou pantalon, tu es une hôtesse de l'air. Tu as un cartable en cuir, tu es un professeur. Ça m'est arrivé arrivé de 1000 fois, ça. Et c'est marrant. Et je pense que ça, c'est très important dans le travail. Et c'est quelque chose que je partage avec eux. Et je trouve que c'est comme ça qu'aussi qu'on trouve notre place dans une société. Et la marque Capuche aussi, pour moi, Capuche, c'était aussi ça. C'est ce que je voulais aussi exprimer. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours accepté les codes, mais pas toujours. Je les ai acceptés, mais j'ai fait un peu comme je voulais aussi, parce que j'aime être libre. Et dans le Capuche, la marque Capuche, c'était un peu ça. Casser un peu les codes, mais aussi les respecter selon au stade où on en est. Et en tout cas, ça permet à chacun de trouver sa place. Donc la mode, elle est... En fait, mon expérience entre l'insertion, la connaissance du public, la passion des publics, la passion de la mode, je trouve que c'est ce qui peut rendre une personne, donner une vraie place à quelqu'un dans une société. Et tu as, dans les débouchés de tout ça, parce qu'aujourd'hui, il travaille pour toi, travaille chez Capuche, après, enfin, en tout cas pour Capuche. Très atypique. Très atypique, et donc en partie pour Capuche, pour la marque. Mais derrière, ils restent dans la mode. Il y a des débouchés que tu as réussi à créer pour qu'ils restent dans ce secteur-là, ou non, généralement, c'est simplement un tremplin pour eux, pour revenir à l'emploi, et ensuite, ils vont faire autre chose de leur vie. Et ça va dépendre, en fait, la filière textile, elle est en plein développement aujourd'hui, puisqu'on travaille depuis quelques années, depuis 3-4 ans, enfin depuis le Covid, sur la réindustrialisation.
c'est un enjeu très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de personnes formées, notamment sur Marseille. En insertion, en structure d'insertion, on est à peu près 5. Ça représente à peu près un volume de 500 salariés à peu près. Mais on est en difficulté, nous, pour recruter. Parce que on se prendrait presque... Enfin, il y a de la concurrence entre nous, même dans l'insertion. Parce qu'il n'y a pas assez de personnes formées. Même si nous, on va les former, mais il faut le temps de les former pour répondre à des marchés et pour relocaliser en France. Donc, la formation, la professionnalisation, elle est importante aujourd'hui. Il y a plein de filières professionnelles de l'éducation nationale qui ont fermé. On a FASC qui a réouvert une école de production, qui a aujourd'hui 15 et 30 élèves à peu près, mais c'est insuffisant. Au niveau de l'apprentissage aussi, après il faut prendre le risque aussi de prendre des jeunes en apprentissage. Moi j'en ai 2 par exemple cette année. Mais donc là, c'est déjà, il y a cet enjeu-là. À Très Atypique, depuis 12 ans, moi j'ai embauché une dizaine de personnes. Ça veut dire que lorsque j'ai des personnes qui ont vraiment le profil, la compétence, et que moi j'ai les moyens de les embaucher, moi je les embauche. Mais je ne pourrais pas embaucher tout le monde. Ça veut dire qu'après, il y en a, c'est vraiment un tremplin, où on va solliciter d'autres entreprises. Ils vont aller dans la filière textile ou dans d'autres filières. Dans la filière, dans le commerce, dans n'importe quelle filière, pour répondre au secteur en tension sur le territoire. Il y a aussi les secteurs du nettoyage, de l'hôtellerie, de la restauration, on le sait tous. Ce sont des secteurs qui rencontrent des difficultés pour recruter. Ça aussi, c'est grâce à mon expérience professionnelle antérieure, puisque j'organisais des salons sur les métiers, sur la découverte des métiers, sur les secteurs en tension, etc. Donc tout ça, la connaissance d'un territoire, la connaissance des filières, c'est important aussi pour nous, pour pouvoir placer les salariés qui passent par Très Atypique. Mais quand même, il reste pas mal de temps chez nous. On a le temps de travailler tous ces projets-là avec des partenariats avec Pôle emploi et d'autres prestataires extérieurs et surtout aussi la collègue qui fait l'accompagnement social et professionnel. Il y en a certains qui ont même monté leur structure d'insertion, qui sont passés par Très Atypique. Oui, et on en a une qui a créé... Donc un tremplin sur ça. Voilà, oui. C'est bien. Oui, c'est intéressant. Elle est sur une filière qui était très porteuse en fait, une vraie niche, puisque c'est le vêtement de dessous et le balnéaire. Il y a très peu d'entreprises en France qui exercent dans ce secteur d'activité. À Marseille, il y en a un petit peu, mais ils sous-traitent avec l'étranger, avec le Maghreb ou l'Europe. Mais en tout cas, nous aussi, on est allé sur des niches. Elle est allée sur une niche. Enfin, l'insertion, on avait anticipé quand même. Je pense que nous, dans la filière textile, si on prend le projet d'Avignon depuis 23 ans, déjà, il y a 23 ans, les entreprises textiles avaient disparu. Et nous, on avait déjà commencé à faire des propositions en termes de marché dans le textile. Et si tu avais un objet qui symbolise ton action, ce serait quoi? J'ai pas emmené parce que j'étais pas à l'atelier. En fait, oui, dans toutes mes collections, je mets une capuche. J'ai toujours une capuche. Pourquoi? Vraiment. Mais parce que quand j'étais petite, on ramassait des escargots et ce ciré jaune, en fait, qui m'a suivie. Et l'escargot, c'était aussi pour moi la découverte de la nature. J'habitais dans le Vaucluse et on rentrait dans les vignes, on a découvert les arbres, les odeurs de la nature, les fleurs, les fruits, etc. Et on partait des heures et des heures avec mes frères et sœurs pour ramasser des escargots qui étaient en précommande, déjà. C'est pas mal ça, mais toujours avec la capuche du coup. Et j'avais une petite capuche jaune et en fait c'est ce qui me suit, on le retrouve dans mon site, on le retrouve sur ma carte de visite, il y a un petit escargot. Parce que l'escargot, pour moi, c'était la liberté. Pour ceux qui veulent retrouver capuche, on mettra en bas de l'écran. Et l'escargot, il avance, mais il avance tout tranquillement, tout le temps. Mais il avance tout le temps, dès qu'il peut. Il faut que ce soit mouillé. Il se protège un peu, puis dès que c'est mouillé, il ressort et il avance. Et nous, quand on ramassait des escargots, c'est comme si on ramassait de l'or, des diamants. On était concentrés, on ramassait les escargots et on les vendait aux voisins. Et le reste, mon père, il les amenait chez le paysan contre une poule. Les changements procédés. Un lapin, on n'aimait pas parce qu'on ne voulait pas qu'il le tue, le lapin. C'était l'économie circulaire. On disait le pauvre lapin. Oui, mais c'était ça déjà. On avait de l'avance, mais comme quoi dans les grandes familles, on n'a pas le choix en fait. Et on est obligé de faire circuler un vêtement, de les réparer. Il
faut qu'ils aillent. Et ce sont des vêtements durables aussi. Parce que pour garder un vêtement longtemps, il faut qu'il soit pas jetable comme aujourd'hui. On trouve des vêtements jetables. On trouve de plus en plus de marques quand même qui travaillent sur des basiques, confortables, qu'on peut garder assez longtemps, de préférence. On va aller j'espère qu'on va aller de plus en plus vers ça. Moi, je suis très sensible à cette thématique-là. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une démarche quand même un petit peu différente, j'espère, parce qu'évidemment, il y a l'ultra fast fashion qui en même temps se développe en parallèle et il y a une genre d'incohérence entre je trouve dans la filière aujourd'hui, entre cette ultra fast fashion, dont je citerai personne parce que je ne suis pas très fan, et puis des marques qui, elles, justement, essayent de créer des choses parfois par l'upcycling, parfois plus directement, mais en tout cas qui sont des matériaux qu'on peut laver, relaver et garder des années parce que c'est des grands basiques. C'est très intéressant aussi de voir ce mouvement. J'ai l'impression que c'est un contre-mouvement de cette ultra fast fashion et fast fashion qui a pourri un peu les 30 dernières années ou 20 dernières années et qui perdure malheureusement. Hein. Mais on a fait pareil pour tout, pour toute la consommation même alimentaire, pour tous les produits de soins. En fait, on est dans l'excès pour tout. Il faut changer les mentalités. Je pense qu'il faut du temps, encore un petit peu. Mais nous, on était déjà dans ce temps et moi, je trouve que c'est bien. Parce qu'on a un peu d'avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que Très Atypique. On est très vraiment, atypique. Oui, Très Atypique et pionnier, vraiment. Vous connaissez le territoire et les autres structures. C'est vrai qu'il y en a plein, mais on peut être complémentaires après. Il faudrait qu'on arrive à créer une vraie filière d'upcycling et une vraie coopération. Parce qu'il y a des richesses sur le territoire de Marseillais. Mais pour l'instant, on travaille chacun un peu dans notre coin. Et on n'est pas apaisé pour pouvoir travailler ensemble. Je trouve que c'est ce qui manque un peu. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer, la coopération, vraiment. Saouda, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette belle présentation de Très Atypique et de Capuche. Merci beaucoup. Maëva, merci à toi de m'avoir accompagné sur cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Héros du quotidien avec une héroïne ou un héros. Et cette émission était encore une fois en direct de Marseille au MUSEM et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée.